Euh, bon, le titre, je me suis rendu compte, bon, j'ai mis le voile islamique et en bas femme musulmane et espace politique musulman. En fait, c'est la deuxième partie du titre, je la développe beaucoup dans ce qui se voulait être un essai que j'étais en train de rédiger, mais je me rends compte que c'est vraiment très compliqué de représenter cette réflexion ici en PowerPoint. Donc, ça ne va pas être vraiment. J'ai l'impression que la présentation ne colle pas vraiment au titre, en tout cas la deuxième partie du titre. Mais je vais partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues en pensant le voile islamique parce que c'est une question qui m'a beaucoup tracassée personnellement. Euh, Parce que j'ai moi-même, à une époque, bon, ça remontait à très loin, à 18 ans maintenant, j'ai failli porter le voile et ensuite, quand je suis devenue anti-voile islamique, j'étais aussi mal à l'aise avec ma position. J'avais l'impression que mes arguments n'étaient pas très solides. En fait, j'étais mal à l'aise avec, en tout cas, certains arguments de contradicteurs. Donc, j'ai essayé j'ai écrit j'ai écrit pour bien réfléchir les arguments des contradicteurs et puis aussi les miens. Donc, je partagerai avec vous ici cette réflexion. Euh, en, en, introduction de ma réflexion, je sais que j'étais déjà a priori pas d'accord avec deux postulats, deux idées enfin les deux grandes idées qui circulaient euh, parmi les protagonistes de la question voile islamique, donc les anti et les pour, ceux qui voulaient un peu résumer la question à la liberté des femmes. Hein. Les femmes sont libres de se voiler, elles le font librement, etc. Et puis les autres qui estimaient que les femmes étaient soumises, endoctrinées, aliénées, qu'elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Donc moi, j'étais mal à l'aise avec ces deux grands postulats. Donc pour le groupe qui estime que les femmes se voilent en toute liberté, qu'elles sont adultes, qu'elles ont choisi, que c'est un choix libre, la liberté individuelle est un argument en soi. Et pour cette partie de personnes, on a l'impression Je n'entends plus rien. Moi non plus. Ok. Sarah, êtes-vous là? Nous avons perdu votre voix, Sarah. Ouais, on n'entend plus Sarah là. et voilà, j'ai une petite déconnexion. C'est beau, on vous a là. Bon, c'est pas facile aujourd'hui. Ok, allez-y. Ah non, mais oui, je sais pas Welcome to si. Africa. Exactement, Hamoud. C'est pas la faute à l'Afrique. Si. Non, mais en fait, si c'est l'Afrique, si j'avais été sur mon téléphone comme d'habitude, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme je fais la présentation, que j'ai besoin d'être sur mon ordinateur, je suis soumise à la connexion publique et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je dois le repartager. Oui, Oui. Oui, il faut le partager, oui. Faut le repartager, oui. Oui. Donc, Voilà. Ok, voilà. on en était là. Hein. Oui. Oui, ok. Donc, je disais, je vais peut-être me répéter parce que je ne sais pas à quel moment on a été coupé, mais je disais que pour les personnes qui estimaient que les femmes étaient libres et qu'elles se voilaient librement, que c'était des adultes qui prenaient des décisions de manière complètement indépendante, chez ces personnes-là, ces femmes-là sont vraiment prises de manière individuelle. Elles ne sont pas du tout, on n'est pas du tout dans une perspective globale d'existence quand même d'obligations juridiques dans certains pays du monde de se voiler, mais aussi une entreprise d'endoctrinement, on peut appeler ça autrement pour les gens qui sont pour le voile. En tout cas, il y a eu des efforts consentis politiques pour convaincre les femmes musulmanes de se voiler. En plus, euh,
je vais peut-être prendre ici l'exemple de la cigarette. On sait que lorsqu'un sujet devient politique, en fait, c'est plus la liberté tellement des personnes, mais justement le choix qui a été fait librement. C'est ce choix-là qu'on discute dans l'espace politique commun. Donc, chez ces personnes-là, on a l'impression que l'espace politique n'existe pas. Donc, ça, c'est la première chose. Par exemple, pour le voile, comme pour, par exemple, la cigarette, je sais que parfois la comparaison n'est pas super bonne, mais en tout cas, en discutant le choix qu'on fait librement, qu'un individu fait librement, la réponse politique peut être d'ignorer, par exemple, la chose. On peut se dire, j'ignore, même si ça me dérange pour X ou Y raison, mais le sujet est politique, on le discute. Après, on décide de l'ignorer, de l'encourager ou de le combattre. Et là, alors, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Et donc, chez les personnes qui semblent très offusquées qu'on parle de la question du voile, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien ce qu'est le système démocratique, ce que la démocratie exige des citoyens qui vont au pays démocratique. Donc, j'ai pris cette définition que j'aime beaucoup. La société démocratique repose sur un système de régulation des conflits qui permet une compétition ouverte entre les valeurs et les objectifs que souhaitent promouvoir les citoyens. Donc là, il y a une compétition de valeurs et on a l'impression que cette liberté voilà, qui est vraiment mise en avant par les voilés ou les promoteurs du voile, ils refusent que la démocratie, ce soit aussi ça. Oui, un choix fait même librement peut être discuté en démocratie parce que les citoyens en démocratie ne défendent pas les mêmes valeurs. Maintenant, le deuxième postulat avec lequel je suis vraiment mal à l'aise, c'est le fait de dire que la femme voilée est une femme aliénée, endoctrinée. Je pense, oui, on peut le dire en étayant, mais j'entends rarement les gens expliquer. On a l'impression que c'est fini, que ces femmes-là ont un statut de victime ou de personnes qui ont vraiment aliéné leur raisonnement et on parle d'elles comme si c'était vraiment plutôt des objets et pas des êtres humains qui peuvent être capables de prendre des décisions, par exemple de se voiler. Il y a je crois que elle est tunisienne, Fawzia Zouari, elle avait écrit quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est les femmes islamistes rejoignent les occidentales sur deux revendications de base, accéder à l'espace public et prendre date avec l'histoire. En Algérie, par exemple, dans les années 90, les femmes constituaient une force très importante pour les islamistes, donc le Front islamique du salut. Et en face, les féministes les traitaient de femmes aliénées. Mais quand on leur parlait, non, c'était des femmes qui savaient de quoi il en retournait. Elles savaient très très bien le projet politique défendu, mais il ne nous viendrait pas vraiment à l'esprit, ou même si on le fait pour les hommes, ce n'est pas de la même manière pour les femmes. On a vraiment l'impression que ces femmes-là ne sont pas capables de se dire j'adhère à ce projet islamiste. Alors que si, il faut juste accepter qu'il y a des femmes islamistes et qui ont une autre manière de penser l'espace public, ils ont une autre manière de penser l'engagement politique, mais pour beaucoup d'entre elles, ce ne sont pas des femmes qu'on les pense soumises, endoctrinées par les hommes. On a l'impression que voilà, il y a un groupe d'hommes qui endoctrinent les femmes, alors que dans cette entreprise, il y a aussi beaucoup de femmes qui faisaient des prêches, qui sont connues sur YouTube, par exemple, sur les chaînes de télévision. Et donc, c'est aussi un agent, les femmes ont été des agents quand même assez actifs dans cette entreprise, entre guillemets, d'endoctrinement. Donc ici, ce n'est pas de la liberté encore qu'il est question de discuter, mais vraiment de choix qui est fait, admettons librement, allez, admettons que c'est des adultes qui ont choisi, on veut discuter ce choix qui a été fait par des adultes qui sont capables de réflexion. Moi, il y a une question que je trouve quand même assez légitime, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un malaise dans les sociétés occidentales.
c'est pourquoi le voile islamique est un sujet politique. Moi, maintenant, quand j'entends quelqu'un dire ah oui, mais on ne politise pas la jupe, on ne politise pas la tenue des sœurs, par exemple, dans les couvents, etc. Maintenant, ça me fait un peu rire parce que j'ai réfléchi dessus. Mais c'est vrai que la question est légitime. Ça fait un peu peur de se dire que chaque tenue vestimentaire peut demain être politisée, mise dans l'espace public. On va devoir tout le temps nous justifier pour nos choix vestimentaires. Donc c'est une question pour moi qui est légitime. Ici, finalement, j'ai fini par comprendre que ça s'inscrivait dans le phénomène, ce que Jacques Ellul, un penseur français, appelle le phénomène global de la politisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que politiser une question avant les masses médias, c'était un peu plus compliqué. C'était quelques personnes qui avaient ce pouvoir de politisation. Mais plus l'être humain a eu accès à des outils médiatiques puissants, et plus la capacité à politiser s'est étendue. Ça veut dire que n'importe quel groupe, même minoritaire, peut politiser une question. Selon Jacques Ellul, dans l'illusion politique, le fait n'est politique que dans la mesure où le gouvernement ou un groupe puissant a décidé d'en tenir compte, ensuite, lorsque l'opinion publique considère ce fait comme tel et comme politique. Je continue. Donc ici, j'ai voulu montrer quand même que le voile, c'est un sujet effectivement politisé. Pourquoi le voile est un sujet politisé? Bien sûr, on peut remonter très 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 loin dans l'histoire. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas. Mais en faisant quelques recherches, par exemple, le voile a eu une place assez importante dans ce qu'on appelle les réformes lacissantes du début du XXe siècle. Et bizarrement, c'était dans les pays musulmans. Donc le voile est un sujet politique en Turquie et en Iran. En Turquie, il n'y a pas eu on n'a pas interdit le voile, mais on a fait des discours anti-voile dans les institutions de l'État. Mais en Iran, moi je l'ai découvert en faisant des recherches. Franchement, je ne pensais pas du tout qu'en Iran les choses étaient allées aussi loin, mais en Iran, il y a eu une loi contre le port de voile. Et on a même ordonné à la police d'arracher le voile des femmes récalcitrantes. Donc le 7 janvier 1937 est déclaré journée des femmes, et à partir de cette date, il est interdit de porter le voile dans les lieux publics. Ici, quand un État légifère, quand un homme politique important, du rang de ministre, premier ministre, chef d'État, fait des discours sur une tenue vestimentaire, forcément, on ne peut pas nier la politisation même si on le veut, hein, même si on veut très fort que le sujet ne soit pas politisé, il y a des groupes politiques qui, une fois qu'ils mettent un sujet dans l'espace public, on ne peut plus faire marche arrière. Il y a eu aussi au XXe siècle la campagne française, donc principalement en Algérie, le documentaire Failing Veil. En anglais, ce documentaire a été destiné aux Américains, mais là, les Algériens ne connaissent pas très bien ce documentaire. Ce qu'ils connaissent, par contre, c'est la journée du 16 mai 58, dévoilement des femmes à Alger. Donc, il y a eu une campagne qui, selon moi, n'était pas très importante, mais qui a été énormément utilisée, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui par les indigénistes, voilà, par les gens qui estiment que se voiler... ça permet quand même de continuer quelque part cette guerre anticoloniale. Et le seul événement qui peut piocher un peu dans cette histoire de colonisation française, c'est cette fameuse journée de mai 58 où des femmes ont été amenées à Alger pour se dévoiler. Là, moi, je retrouve, c'est dans les écrits de Frantz Fanon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est dans vraiment l'écrit de Frantz Fanon que je me rends compte à quel point le voile est un sujet politique. Vous allez, si vous connaissez Horia Boutelja, par exemple, Horia Boutelja, c'est l'indigéniste qui défend les femmes voilées. Horia Boutelja est fan de Frantz Fanon, mais très bien, mais du coup, c'est Frantz Fanon dans ses écrits
c'est typiquement quelqu'un qui a mis cette question sur l'espace public. C'est pas quelqu'un qui a dit ah oui mais le haïk c'est rien, le voile c'est rien du tout. Non non. Donc Fanon a écrit, regardez la force quoi, qu'il a donnée à la question du voile. Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée annonce à l'occupant une société algérienne au système de défense en voie de dislocation, ouverte et défoncée. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l'étreinte traditionnelle du haïk, chaque visage qui s'offre au regard hardi et impatient de l'occupant, exprime en négatif que l'Algérie commence à se renier, accepte le viol du colonisateur. La société algérienne, avec chaque voile abandonné, semble accepter de se mettre à l'école du maître et décider de changer ses habitudes sous la direction et le patronage de l'occupant. C'est quand même des mots très durs. C'est quand même des mots hyper durs et très globalisants. Là, il écrit l'enceinte de la révolution algérienne a été écrit dans les années 50, franchement, au moment où les femmes algériennes étaient très peu politisées. Très peu politisées. Mais quand on lit Fanon, il y aura d'autres extraits après, quand on lit Fanon, on a vraiment l'impression que les Mais femmes c'est bien écrit. Pardon? Mais c'est bien écrit. C'est bien écrit. C'est très bien écrit. Non, il écrit bien, oui, tout à fait. On écrit bien quand on est révolutionnaire, de toute façon, toujours. Alors que, moi, quand je parle avec des féministes algériennes, aujourd'hui, les féministes algériennes, par exemple, elles défendent beaucoup cette vision en Occident. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes qui se voilent en Occident, elles sont encore dans cette guerre-là, hein, de la négation de soi face à l'autre occupant. On a l'impression que c'est quand même cette pensée de Fanon qui est toujours là, alors que dans les années 50, ce que je dis souvent, les femmes étaient très peu politisées. Elles n'étaient pas voilées parce qu'elles défendaient une terre, elles étaient voilées parce que c'était les traditions et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais Fanon leur donne, j'ai envie de dire, leur donne fait cette lecture du voile qui est selon moi fausse, mais qui politise complètement et donne un statut à ces femmes, donne un statut politique important à ces femmes, et j'ai l'impression que c'est quand même la même entreprise qui a fait aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, le voile, sujet politisé par le pouvoir politique. Encore une fois, quand des musulmans disent que c'est les Occidentaux qui politisent, très bien, non, c'est pas vrai. Déjà dans l'histoire, comme je viens de le montrer, il y a des preuves de politisation musulmane de la question du voile. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'obligation faite aux femmes de se voiler dans certains pays musulmans. À partir du moment où c'est des pays musulmans, où l'islam est religion d'État, forcément, ces États-là ne parlent pas qu'à leurs citoyens. Ces États, cette obligation juridique indique quand même une tenue pour les croyantes de toute la Oumma, donc de tous les musulmans. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai l'impression que c'est comme une ingérence étrangère qui ne dit pas son nom. Ensuite, la politisation par le mouvement islamiste mondial. Ce que je mets dans le mouvement islamiste mondial, c'est les partis politiques islamistes qui existent dans nos pays, qui n'ignorent pas, quand ils ne font pas la promotion directement du voile, et beaucoup en font la promotion, quand ils ne font pas la promotion, ils n'ignorent pas cette question. Ils ne vont pas parler du voile directement forcément, mais ils vont beaucoup revenir sur la question de la pudeur, sur le fait que c'est la femme qui tient un peu sur ses épaules toute la société parce qu'elle tient le foyer, etc. Mais ce qui m'intéresse ici dans cette partie, parce que c'est une période et c'est une époque que je connais, que j'ai vécue, c'est les prédicateurs religieux. Alors le problème avec les prédicateurs religieux, c'est que leur force, en fait, c'est qu'on a du mal à les classer dans la case politique. Parce que ce sont des prédicateurs. Parce qu'ils ne vont pas parler de politique, ils ne vont pas s'attaquer à des questions politiques, mais ils vont venir, j'ai envie de dire, ils ressemblent beaucoup, énormément aux personnes qui font du développement personnel en Occident.
Donc, ils vont venir en même temps donner des conseils de vie, de quotidien pour réussir, mais faire ça sur une base purement religieuse. La force des prédicateurs, c'est que c'est des personnes qui sont contre l'islam des confréries, donc l'islam des traditions, le nôtre qu'on a connu, que nos parents, nos grands-parents ont connu, et l'islam politique. Le mouvement Tabligh, de prédication, il a commencé aussi en même temps que l'islam politique avec les frères musulmans dans les années 20, mais avec une approche complètement différente. J'ai bien aimé aussi ce passage d'un certain Samir Amra sur le mouvement salafiste en Europe. Le développement du salafisme en Europe dans les années 90 doit donc être analysé à l'aune des apories de l'islam politique. Les salafistes reprochent au mouvement islamiste issu des frères musulmans de vouloir établir l'État islamique par le haut, en usant des catégories politiques occidentales ou de vouloir rénover l'islam en fonction de la modernité occidentale. Ainsi, les salafistes, qu'ils soient djihadistes, politiques ou piétistes, ont-ils en commun de considérer l'essentiel des concessions des frères musulmans comme des altérations inacceptables de la référence coranique et de la tradition du prophète. Chez les prédicateurs, en fait, la force des prédicateurs, c'est qu'ils se présentent comme apolitiques. Donc, on les écoute plus parce que, bien sûr, le politique amène son lot de conflits, son lot de contradictions. Et là, on peut tout de suite détruire un mythe politique. Je ne sais pas, vous prenez n'importe quel homme politique, il traîne des casseroles, et on ne l'écoute plus. Par contre, un prédicateur, c'est quelqu'un qui vous encourage à réussir dans votre travail, à réussir dans votre couple, et qui, en même temps, fait beaucoup de prêches sur le voile islamique, en l'occurrence. Si vous prenez les prédicateurs religieux musulmans, le plus en vogue, que ce soit à l'époque où on a eu en Algérie par exemple, mais pas qu'en Algérie, c'est vraiment, moi j'ai lu beaucoup d'articles sur la Tunisie, l'Égypte et le Maroc, c'était exactement la même chose à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu le boom des prédicateurs religieux sur le Nilsat, donc sur les chaînes de télévision arabophones. Et l'émergence, le retour, je n'ai même pas envie de dire non, c'est pas un retour, c'est vraiment l'apparition du voile tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était à cette époque-là, exactement dans tous les pays. J'ai lu beaucoup d'articles sur le développement du voile au sein de ces pays, complètement, enfin pas complètement différents. Je veux dire, chacun dans ses frontières, on a vécu exactement, on a connu le même développement. Donc ces personnes-là sont apolitiques et du coup on les écoute plus. On est dans les femmes sont dans une approche plutôt de développement personnel. Donc même lorsqu'ils ne portent pas un projet politique à la base, au sens prise du pouvoir, leur capacité de mobilisation, le nombre croissant des fidèles, fait exercer aux prédicateurs de fait une fonction de médiateur entre le pouvoir et les masses. Donc ce sont aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. C'était en tout cas dans le monde musulman les premiers influenceurs de développement personnel, grâce à, pour certains et à cause desquels pour d'autres, le voile a connu ce développement. À cette époque, en Algérie, nous, on venait de sortir d'une guerre civile où les groupes terroristes placardaient des affiches dans les villages pour obliger les petites filles, les femmes et les petites filles aussi dans les écoles primaires à se voiler. Donc il y avait vraiment une menace violente faite aux femmes vraiment pour porter le voile. Et à cette époque, moi personnellement, j'ai vu la résistance des femmes. Amr Khaled, c'est le prédicateur du voile dans le monde musulman. C'est un milliardaire. Il s'est fait beaucoup d'argent avec ses émissions sur le Nilsat. Et j'ai traduit ce passage d'une de ses vidéos que j'ai trouvé super intéressant parce que Amr Khaled aura réussi là où en Algérie, par exemple, les terroristes ont échoué. C'est-à-dire pendant qu'il y avait une menace directe, les femmes
les femmes voyaient bien que c'est les terroristes qui voulaient qu'on porte le voile et être contre les terroristes, ben oui, entre autres, c'est refuser de porter le voile. Amr Khaled vient et les prédicateurs viennent après ça en Algérie avec une approche complètement différente. Quand vous voyez ce que dit Amr Khaled, moi j'aimerais vraiment que les femmes appréhendent le hijab en partant de la pudeur. Si la pudeur disparaît, la foi disparaît. Je ne peux pas montrer ce corps parce qu'il s'agit de ma pudeur. Je suis pudique. Nous ne voulons pas nous adresser aux femmes sur la question du hijab en disant que c'est comme ça, qu'elles doivent faire comme ceci, même si nous avons le droit de leur dire cela. Mais moi, je veux m'adresser à elles en empruntant une autre voie. Ceux-là sont mes cheveux. Je ne peux pas les montrer parce que je suis pudique. J'ai honte de les écouter. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Vraiment, j'ai vécu ce basculement entre même si nous avons le droit de leur dire cela, et je veux m'adresser à elles en empruntant une autre voie. Ça a marché avec les femmes. Moi, je racontais une anecdote dans ma famille. J'ai deux petites, enfin maintenant elles sont plus petites, elles sont même mamans. J'ai des nièces qui avaient, à l'époque du terrorisme, je crois, 8 et 9 ans. Elles étaient obligées de porter le voile pour aller, elles habitaient un village, donc elles étaient obligées de se voiler pour aller à l'école. Une fois le terrorisme vaincu en Algérie, en tout cas dans son versant militaire, elles ont bien sûr enlevé le voile, parce qu'elles étaient très petites. Et bien, 4-5 ans, pour l'une 4 et pour l'autre 5 ans après, avec Amr Khaled, elles se sont voilées de leur propre chair. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer à quel point, et ça, ce qui est difficile avec les prédicateurs, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est de la politique. Mais c'est de la politique quand on voit le nombre et les moyens qui ont été mis dedans. L'opinion publique et le voile. Un fait ne devient politique que dans la mesure où l'opinion se forme autour de lui, dans la mesure où il a retenu son attention. Et ça, c'est valable aussi bien en démocratie qu'en dictature, même si l'opinion publique ne marche pas, on parle au nom de l'opinion publique, voilà, parce que ça, c'est important. Selon Jacques Ellul, aujourd'hui est un fait politique ce qui a été traduit verbalement ou en images, qui a été retravaillé pour lui donner le caractère global que très peu d'hommes peuvent expérimenter, qui a été transmis à un grand nombre d'individus par des moyens de communication, à qui l'on attribue une certaine coloration qu'il n'a forcément pas pour ceux qui le vivent. C'est sur ce fait abstrait que l'opinion publique prend position et se cristallise. J'ai aussi l'impression, pour beaucoup de femmes voilées, parce que moi j'aimerais qu'on parle aux femmes concernées, pas à leurs porte-parole qui sont politisées, qui savent que c'est une question politique, mais qui répondent aussi par des arguments politiques. Mais il y a vraiment des femmes qui pensent qu'on ne devrait pas, que c'est une question privée, qu'on ne devrait pas en parler. Ben, justement, quand la question elle est politique, on n'est pas dans ce que vivent les individus qui sont concernés, on est dans cette coloration politique que les groupes, notamment ici pour moi, les États musulmans, les prédicateurs religieux, les partis islamistes, tous ces gens qui ont fait du voile une question aussi importante pour les femmes musulmanes. Donc, tout ça pour dire que c'est une question qui dépasse les individus qui vivent la chose. On est dans quelque chose de plus abstrait. Donc, ces discours ne portent plus sur le voile que ces femmes portent, mais sur leur voile traduit verbalement en images, que ce soit pour les pour-voile ou les contre. On est tous, quand on tient un discours politique anti et pour, on est dans ce voile traduit verbalement en images. On n'est pas dans ce voile que la femme porte, voilà, par liberté, par choix individuel, etc. Donc, la coloration politique, certains vont se ranger dans la simple pratique religieuse, d'autres vont y voir le signe de l'islamisme conquérant. Fanon, regardez ce qu'écrit Fanon, l'attitude de telle Algérienne en face du voile sera constamment rapportée à son attitude globale en face de l'occupation étrangère. Donc, ça, pour moi, ça c'est la coloration politique la plus étendue, c'est celle de Fanon. Et puis, encore pendant la guerre d'Algérie, c'était pour les colons, le signe d'asservissement de la femme algérienne dans la société indigène. Là, si on prend les Algériennes une à une, il y a des histoires différentes. Mais quand on est dans la coloration politique, on est
on est dans ces 4 cases-là. Le sujet politique et le voile. Il y a une question aussi légitime que posent certains croyants. Où commence et où s'arrête notre droit de regard dans les pratiques religieuses des individus? Certains se posent la question. Aujourd'hui, c'est le voile. Demain, et d'ailleurs, ça commence beaucoup en France. La question du halal aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces halal. Ça devient un problème et ça inquiète les croyants. Je trouve ça quand même assez légitime. Et puis, on a aussi certains laïcs qui se posent une question que je trouve tout à fait légitime. Où commence, où s'arrête la pratique religieuse face à la loi, quand celle-ci consacre des libertés ignorées, interdites par la religion pratiquée? Dans les deux cas, on a, pour les croyants, parler du voile sans parler de l'islamophobie, c'est-à-dire aussi une position globale en face de l'islam, et en même temps, pour les laïcs, on n'arrive pas tellement à parler du voile sans parler d'intégrisme, c'est-à-dire que c'est complètement lié à l'intégrisme. Qu'on le veuille ou pas, les deux groupes, les deux antagonistes, j'ai l'impression qu'on globalise et que même si on dit qu'on parle du voile, en réalité, on a envie ou on l'assume pas, mais on a envie de parler de quelque chose de plus global. Ici, je fais un peu du droit parce que c'est plus clair. L'article 18 du Pacte international pour les droits civils et politiques. Toute personne a droit à la liberté de penser, mais pas que. Selon cet article, et c'est le cas partout, enfin dans les démocraties en tout cas, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa conviction individuellement en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Donc ce droit de manifester sa religion, de la montrer, à voir dans l'espace public, c'est quelque chose qui est reconnu. Mais on a aussi ce paragraphe dans l'article 18, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi, qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale, ou des libertés de droits fondamentaux d'autrui. Ici, c'est un peu, c'est un peu gênant parce que c'est très bizarre sur la base du même paragraphe. Par exemple, on va avoir par exemple pas l'interdiction tacite dans la loi, mais par exemple en Algérie, des gens qui mangeraient pendant le Ramadan, c'est quelque chose. Les policiers peuvent arrêter des personnes qui mangent pendant le Ramadan d'heure alors qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Mais on va nous sortir l'ordre public qui est un ordre public musulman. Dans cet ordre public-là, pour cette sécurité-là, on peut interdire à des gens de manger pendant les heures du jeûne. C'est la même chose en France, par exemple, quand on voulait interdire à certaines femmes de porter le burkini, c'était en disant que c'était un problème de sécurité, que ça pouvait donner lieu à des manifestations, à de la violence. C'est très bizarre, mais c'est le même paragraphe dans les deux cas. On a l'observation générale du Comité des droits de l'homme qui vient un peu... j'ai l'impression qu'ils étaient un peu mal à l'aise avec ces restrictions qui étaient accordées, le droit de restriction qui était accordé aux États sur la liberté religieuse, la liberté de manifester sa religion. Et donc, cette observation générale du Comité des droits de l'homme, elle vient un peu pour expliciter un peu mieux la chose. Donc, la conception de la morale qu'on défend au sein d'un État, découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses. En conséquence, les restrictions apportées à la liberté de manifester une religion, une conviction, pour protéger la morale, doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d'une tradition unique. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un malaise, mais qu'on n'arrive pas bien à expliquer les choses. On est en train de dire, vous pouvez restreindre la liberté religieuse au nom de l'ordre, au nom de la santé ou de la sécurité publique. Ensuite, on dit, mais attention, il ne faut pas, en fait, ils sont en train de dire qu'à religion unique, on ne doit pas substituer une tradition unique à une religion unique. Par exemple, moi, quand j'entends
certains en France dire qu'on a une tradition, on a une culture, ça me met mal. Je suis aussi mal à l'aise avec cet argument. On a une culture à préserver, mais donc on est en train de dire qu'il y a une culture comme il y aurait une religion. Je ne sais pas, on peut en débattre tout à l'heure, mais c'est par exemple une question, moi, enfin un argument, moi, qui me gêne un peu, avec lequel je suis assez mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que ça crée quand même un ordre moral unique. Donc cet équilibre, il est très fragile en démocratie, hein, l'équilibre entre la liberté religieuse et le droit de restreindre, le droit de manifester sa religion, parce que l'État est en même temps le garant d'un ordre, hein, de la sécurité, d'un ordre, et cet ordre, qu'on le veuille ou pas, il découle d'une majorité, ou on va dire de groupes puissants. C'est une majorité qui va élire, par exemple, admettons que demain, c'est déjà le cas dans certains pays européens, qu'on élise un parti qui voudrait interdire toute manifestation de, de, de la religion musulmane, je ne sais pas, le halal, le voile, etc. Là, on est dans l'ordre de la majorité, mais dans un État démocratique, l'État est aussi le garant du respect des libertés des individus. Donc, il y a cet équilibre qui est très, très fragile en démocratie, parce que la question est difficile. La question, pour moi, elle est vraiment difficile. Et là, quand je cite le Pacte international des droits civils et politiques, on est typiquement dans l'État qui est principal régulateur. Mais on voit que avec la religion, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'espace public et la pratique religieuse, il y a deux cas. Il y a la religion qui commande l'espace à travers le droit, ça c'est plutôt facile, ça c'est ce qu'on appelle les États théocratiques ou semi-théocratiques. Par exemple, l'Algérie, on peut dire que l'Algérie est un État semi-théocratique, semi-démocratique. Ça veut dire quoi? Que la religion est une source de droit, que certaines dispositions juridiques, ce sont des dispositions religieuses. En Algérie, c'est le code de la famille seulement. En Algérie, il n'y a pas l'obligation, et même au Maroc, en Tunisie, c'est pareil, on n'a pas l'obligation de porter le voile, il n'y a pas d'obligation juridique à jeûner, etc., etc. Mais on a par exemple l'islam, religion d'État, l'ordre public qui est plutôt défini selon l'ordre public musulman. Voilà, donc on est dans des États, quand on est dans des États théocratiques ou semi-théocratiques, j'ai envie de dire c'est plutôt facile. Comme le disait de Tocqueville, ayant scellé une alliance entre le pouvoir politique et la foi, la religion expose son légitime pouvoir. À partir du moment où l'oppression est juridique, politico-juridique, c'est plus facile de reconnaître, de voir l'oppression et de lutter contre. Ça devient difficile quand la religion commande l'espace à travers la masse d'individus. Là, c'est le cas des États démocratiques ou semi-démocratiques. Je m'explique ici. Ce n'est pas la loi qui est source d'obligations religieuses, mais les pratiques individuelles. On revient au voile. Par exemple, en Algérie, il n'y a aucune loi, voilà, qui oblige les femmes à se voiler. Mais il se trouve qu'il y a eu à un moment donné une telle vague de voilement que c'est devenu une obligation. Pas juridique, mais une obligation sociale forte. Donc la masse d'individus, les pratiques individuelles, quand elles sont massives, elles créent des obligations sociales. Ça vaut pour le voile, mais ça vaut pour d'autres pratiques. Mais là, je parle typiquement du voile parce que on l'a vu. Avant le voile, je voulais prendre l'exemple du ramadan. Par exemple, le ramadan, il n'y a rien qui oblige à faire le ramadan en Algérie. Il n'y a aucune obligation juridique. Mais il est impossible en Algérie, que ce soit pour un musulman ou un non-musulman, de manger dehors. Ça y est, c'est fini. Il n'y a aucun restaurant qui ouvre. Il n'y a aucun... voilà, moi j'ai des collègues étrangers. Il n'y a personne qui ose sortir sa bouteille ou son sandwich pendant le ramadan. Et pourtant, en Algérie, il n'y a aucune loi. Donc, pour la religion, à partir d'un certain seuil de pratiques individuelles, le résultat, c'est une obligation sociale très, très forte. Très, très forte. J'ai identifié personnellement deux critères lorsqu'ils sont réunis, et c'est ce qui différencie ici le voile de la mini-jupe, du voile des
des chrétiennes, je ne sais pas, voilà, souvent j'entends dire, hein, mais le voile, c'est comme c'est une tenue, c'est un tissu au final. Non, la différence, c'est deux critères. Je pense qu'il y a deux critères qui vont ensemble, qui se renforcent mutuellement. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui renforce plus l'autre. C'est le discours idéologique fort. Il n'existe pas pour les autres tenues de discours idéologique globalisant comme il en existe pour le voile. Il n'y a pas de discours idéologique sur une tenue à la mode. Les gens parlent beaucoup, disent « Ah, mais vous acceptez la mode, mais vous n'acceptez pas le voile, etc. » Mais il se trouve que quand une jupe courte est à la mode, lorsque des shorts sont à la mode, il n'y a aucun discours idéologique globalisant politique sur ces vêtements-là. En plus, il est très rare de voir que des femmes dans un pays, à 90%, à 80%, vont opter par exemple le jour même à porter le voile ou la mini-jupe le jour même de façon continue. Ça n'existe que pour le voile islamique. Donc on a un discours idéologique très fort et le port massif du voile. Ces deux critères allant ensemble vont créer c'est la même chose pour le ramadan en Algérie. C'est vraiment l'existence de ces deux éléments qui va finir par créer une obligation. C'est la même chose, j'imagine, dans certains quartiers musulmans en Europe où une femme ou des personnes, moi je sais que dans certains quartiers pendant le ramadan, les gens ne mangent pas dans le quartier, ne peuvent pas manger dans le quartier. Et justement parce qu'il y a ces deux critères-là, la pratique massive d'une obligation religieuse, le discours idéologique qui vient sous-tendre cette pratique, qui va faire qui va s'apparenter à l'existence d'une obligation juridique de pratiquer une obligation religieuse. Donc les femmes voient l'espace politique musulman, mais en réalité ici je parle de l'espace politique en général. J'ai l'impression que ce soit moins dans nos pays, mais en face en tout cas de l'Occident, en Occident, c'est l'individu qu'on met au centre. On revient toujours à la question de la liberté individuelle. Ah non, mais les femmes, elles sont libres, c'est individuellement. Bien sûr, on parle d'individus parce qu'on est dans des sociétés, quand on est dans une société démocratique ou semi-démocratique, parler d'individualisation, d'indépendance, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Ça marche aussi avec les Occidentaux. Donc, on remet vraiment l'individu au centre, mais du coup, on n'a aucune réflexion sur les mécanismes d'adhésion massive. On n'arrive pas à concevoir, à voir, je ne parle pas des politiques, hein, je parle vraiment des femmes voilées qui sont, selon moi, parfois victimes de deux protagonistes. Vraiment, parfois j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui pensent le voile dans leur petit carré, dans leur petite maison, en disant « Ah non, mais moi j'ai choisi toute seule », et qui sont incapables d'inscrire leur personne dans ce mécanisme d'adhésion massive, dans ce sujet qui est devenu vraiment global. Donc cet isolement des individus montre un déficit dans la réflexion sur l'espace social que nous façonnons tous par l'usage que nous faisons de notre liberté individuelle. En disant « je suis libre », j'ai choisi librement, c'est vraiment, on montre notre incapacité à penser l'espace social, à penser l'espace politique. La démocratie n'est pas un espace où s'expriment plusieurs libertés individuelles, celles-ci pouvant déboucher sur un même choix. La démocratie est avant tout l'espace où doivent pouvoir s'exprimer les différences. C'est typiquement cette possibilité de laisser s'exprimer les différences qui est complètement niée. On ne pense plus les différences. On ne pense vraiment plus les différences. Ce que je remarque dans nos communautés musulmanes, c'est que ce sont les pratiques religieuses de masse qui définissent l'espace public. L'individualisation de la question du voilement nie qu'il y a derrière ces millions de décisions individuelles une seule et même entreprise politique. Ce discours, bien sûr, est tenu au sein des sociétés occidentales, dans les grandes agglomérations, par exemple en Algérie, dans les grandes villes, on tient ce discours individualisant, de liberté, etc.
Mais quand on est au sein de la communauté elle-même, face à l'étranger, on, comment dirais-je, on est assez fier de cette démarcation qui est collective. Donc, il y a une démarcation collective qu'on reconnaît quand on est entre nous face aux autres, mais quand on est en Occident et dans les grandes agglomérations, on revient à ce discours individualisant qui va nier l'aspect politique du voile islamique. Donc, selon moi, les femmes qui se voilent ne sont pas conscientes du nouvel espace public qu'elles participent à créer. On a remarqué, j'ai aussi lu pas mal d'articles sur cette question. Il y a une revue à la hausse du seuil de pudeur, par exemple, dans nos pays, même les femmes qui continuent à résister, qui ne se voilent pas, elles revoient à la hausse leur seuil de pudeur. Par exemple, si en Algérie, on ne pouvait pas porter une mini-jupe il y a 10 ans, ben, on porte une jupe longue, même si on refuse de se voiler. Et le pire, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, les femmes voilées ne pourront plus revenir sur leur choix qu'elles ont fait librement à un moment de leur vie. Il est très, très, très compliqué aussi pour les femmes voilées d'enlever leur voile. Et ça, c'est une question dont on parle très peu. Les femmes qui enlèvent leur voile, elles ne vont jamais être mises en avant, elles ne vont jamais oser se mettre en avant dans les communautés musulmanes. Bref, tout ça montre, selon moi, en fait, ce succès, cette adhésion massive au discours sur le voile, parce que c'est un discours sur la pudeur, c'est un discours sur la relation avec l'homme, c'est un discours sur la relation avec l'autre occidental. Le succès du voile, en fait, montre l'absence totale de pluralisme religieux. Quand je dis religieux, ça veut dire qu'au sein de ces communautés, il n'y a plus d'expression de pluralisme religieux dans le sens autre religion, dans le sens interprétation différente du texte religieux, parce qu'il y a des gens qui sont très peu nombreux qui disent que le voile n'est pas obligatoire. Le succès du voile montre que ces interprétations sont complètement étouffées, montre aussi que les non-religieux n'ont aucune place dans ces communautés, mais ça montre aussi l'absence de pluralisme politique. En fait, je compare souvent avec les élections politiques, purement politiques dans nos pays et dans les États démocratiques, où on va avoir deux grands partis, l'un qui va avoir je sais pas, 53% et l'autre 47%. Ici, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans le politique. On va avoir un parti d'État qui va avoir dans les 80% des suffrages. Le voile, c'est exactement la même chose. Ça démontre quand même notre manque de pluralisme religieux au sein de nos communautés. Donc, que les femmes à 80% adhèrent au même discours sur leur tenue vestimentaire, c'est quelque chose qui est quand même très, très effrayant au niveau religieux, mais aussi au niveau politique. Voilà, voilà. Merci beaucoup.